Salut les amis et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Dans la vidéo précédente, je vous avais demandé de faire un choix entre le système de demande d'amitié de Facebook et le système de following followers de Twitter. Vous avez été nombreux à répondre à ma demande et si je descends à ce niveau pour voir les commentaires, ici on peut voir personnellement, cher Mamma Mia, je préfère le système de Facebook, ici également Facebook, ici Facebook. On va descendre un tout petit peu. Ici, par contre, Twitter. Ici, Facebook. On va descendre là. Ici également, Facebook. Et ici, Facebook. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Facebook qui l'emporte clairement. Mais pour ceux qui auraient choisi également Twitter, mais qui n'ont pas posté de commentaires, ne vous inquiétez pas. Peut-être lorsqu'on va finir ici ce système de demande d'amitié de Facebook, si j'ai encore de l'inspiration, on fera ensemble le système de following followers de Twitter, ok? L'objectif c'est de rendre tout le monde heureux, donc tant qu'on aura la possibilité de pouvoir partager l'information, il faudra le faire. Alors les gars, j'avais enregistré hier une vidéo à ce sujet où je montrais directement l'implémentation, mais au moment du montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il serait vraiment difficile pour un débutant de comprendre tout ce que j'avais eu à faire. Donc ce que je me suis dit c'est quoi? Ne pas poster la vidéo, annuler. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'on va faire premièrement, c'est penser à la modélisation de notre base de données. En grosso modo, quelles sont les tables que nous allons utiliser pour gérer les relations entre nos différents utilisateurs. Donc nos différentes demandes d'amitié, ainsi de suite. Ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui va venir dans les vidéos suivantes. Donc premièrement, rappelons ce que c'est qu'une base de données. Je sais que vous le savez, une base de données, c'est un moyen de pouvoir stocker nos informations de manière structurée. Mais également, cela facilite la récupération de ces informations-là. Donc non seulement lorsqu'on va stocker nos informations, elles seront stockées de manière structurée, mais également lorsqu'on va dire donne-moi ceci, donne-moi cela, cette récupération-là doit être aisée. Et après, on a ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données, si on le traduit littéralement, c'est un système qui nous permet de gérer des bases de données, ok? Et là, on a plusieurs systèmes de gestion de base de données. Vous entendrez parler de SGBD pour dire système de gestion de base de données. On en a plusieurs. On a par exemple MySQL qu'on utilise actuellement. On a SQLite, PostgreSQL, Oracle, ainsi de suite. Ce que vous devez savoir, c'est que MySQL, c'est ce qu'on appelle un système de gestion de base de données relationnelle ou tout simplement SGBDR. Un système de gestion de base de données relationnelle, vous l'aurez deviné, c'est un système qui va nous permettre de gérer des bases de données relationnelles. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une base de données relationnelle? Une base de données relationnelle, c'est une base de données qui se base un tant soit peu sur le principe de relation, en utilisant les rudiments de l'algèbre relationnelle. En grosso modo, on a déjà utilisé ces relations sans que peut-être vous ne vous en apercevez. Lorsque je parlais ici des utilisateurs et des micropostes, on avait dit qu'un utilisateur pouvait avoir un ou plusieurs micropostes, mais un microposte appartenait à un et un seul utilisateur. Donc on avait notre table utilisateur qui était séparée de notre table microposte, mais on a eu la possibilité de mettre en relation ces deux tables-là. Le thème important ici, c'est relations. Donc les bases de données relationnelles fonctionnent sur ce principe de relation-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de relations. En termes purement théoriques, on parle d'association. Et c'est justement de cela que je veux vous parler dans cette vidéo. Quels sont les différents types d'associations, les différents types de relations? On a ce qu'on appelle les relations one-to-one, les relations one-to-many et les relations many-to-many. Si on le traduit en français, relation 1 à 1, 1 à plusieurs ou plusieurs à plusieurs. C'est ces trois types de relations que je veux décrire dans cette vidéo. Et si vous l'avez bien compris, après cette vidéo, vous pourrez dire, ok, pour ce système de demande d'amitié, je crois qu'on va utiliser telle relation ou telle autre relation, ok? Alors les gars, pas de souci, je vais ouvrir le logiciel Paint que j'utilise très souvent, qui me permet de faire de jolis petits dessins. Donc là, entre parenthèses, de nos jours, vous allez entendre également parler des bases de données NoSQL. Si cela vous intéresse, il y a également une vidéo qui en parle au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net. Vous pourrez la regarder. Donc trêve de bavardage, nous pouvons commencer. Parlons de la première relation, de la première association one-to-one. Donc je vais écrire ici one-to-one. En français, comme je l'ai dit, c'est 1 à 1. Donc vous pouvez me dire déjà, Honoré, essaie de nous donner un exemple de relation one-to-one.
avant de donner ici un exemple, il faudrait savoir que très rarement on utilise ici les relations one-to-one. Je me répète, les relations one-to-one ne sont pas très généralement utilisées comme les deux autres relations qu'on va voir plus tard. Mais il est intéressant de le présenter dans un but pédagogique. À ce niveau-là, on va supposer que nous avons par exemple une table employé. Donc je vais mettre ici employé. OK. Et j'ai également une autre table bureau. Parfait. Donc là, je ne vais pas décrire les champs de ces différentes tables, mais on va supposer que j'ai une table employé et une table bureau. On peut dire qu'un employé a un et un seul bureau, ok? Et de même, un bureau appartient à un et un seul employé. Donc là, on s'est mis dans une logique où un employé ne peut qu'avoir un seul bureau et qu'un bureau appartient à un et un seul employé. Comme vous le savez, dans la réalité, un bureau peut être partagé par plusieurs personnes, de même qu'une personne peut avoir plusieurs bureaux, qui sait, ok? Mais ce que vous devez savoir, à chaque fois que vous allez modéliser vos bases de données, il faudrait vous mettre dans un cas spécifique. Et dans notre cas spécifique, on sous-entend qu'un employé ne peut avoir qu'un seul bureau et qu'un bureau n'appartient qu'à un et un seul employé. Dans ce cas-là, voilà ce qu'on appelle une relation one-to-one. Donc, un employé a un bureau, one, et un bureau appartient à un et un seul employé, one-to-one. Un autre exemple, ce sera le suivant. Par exemple, on va mettre ici employé toujours, pourquoi pas. Et je vais mettre ici permis de conduire. Donc, on aura une table, par exemple, ici, permis de conduire. Supposez que j'ai écrit ici permis de conduire, 3 points de suspension. Donc, on pourra dire à ce niveau, un employé a un permis de conduire et un permis de conduire appartient à un et un seul employé. Voici un autre exemple de relation one-to-one. Il n'est pas aussi clair que l'autre exemple, mais c'est pas grave. De même, on pouvait dire un employé a une et une seule adresse, voilà, et une adresse appartient à un et un seul employé. Si vous remarquez bien cette histoire de relation one-to-one, vous comprendrez pourquoi elle n'est pas très souvent utilisée. Prenons le dernier exemple. Un employé a une et une seule adresse et une adresse appartient à un et un seul employé. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi mettre ici l'adresse dans une table séparée? On pouvait avoir ici un champ adresse où on met directement ici l'adresse de l'employé. Et on peut le faire. Mais dans certains cas, vous verrez qu'il serait beaucoup plus intéressant par rapport ici à votre système de séparer les adresses et de les mettre dans une table séparée. Dans ce cas-là, vous aurez une relation one-to-one. Donc les gars, de manière ramassée, voici ici expliqué la relation one-to-one. Si je dois donner un dernier exemple, on va prendre par exemple une table professeur et on va dire qu'on a une table classe. Ok? Au niveau de l'école primaire, très souvent, un professeur a une et une seule classe et une classe appartient à un et un seul professeur. Dans ce cas-là, on peut avoir également une relation one-to-one. Donc comme je le dis, il faudrait toujours situer ici votre projet dans un contexte défini, ce qui va vous permettre d'avoir ici la meilleure relation. Deuxième type de relation qui est par contre très utilisé, c'est la relation one-to-many. En français, on parle également de un à plusieurs ou relation père-fils. Je vais écrire ici père-fils. Un exemple de relation one-to-many, c'est lequel? C'est ce qu'on a vu avec la table users et la table micropost. Donc, je vais écrire ici users et je vais mettre à ce niveau-là également micropost. J'espère que tout ceci va rentrer. Je vais mettre ici micropost. Je vais tenter ici de pouvoir faire ceci. Parfait. Donc, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs micropostes, mais un microposte appartient à un et un seul utilisateur. Raison pour laquelle on parle de relation one-to-many. Vous entendrez parler également ici de relation many-to-one, mais cela dépend seulement de l'ordre dans lequel on s'exprime. Ici, un utilisateur peut avoir ici un ou plusieurs micropostes. Un microposte appartient à un et un seul utilisateur. Donc, many to one, one to many, c'est le même type de relation. Donc, on parle ici également de relation père-fils. Pourquoi? Généralement, la table qui aura plusieurs éléments, ce sera la table père. On peut dire ici mère si vous le souhaitez. Et la table qui ne peut être reliée qu'à un seul élément, ce sera la table fille. OK? Donc, à ce niveau-là, vu qu'un utilisateur peut avoir plusieurs micropostes, users, ce sera ici le père. Et micropost, ce sera ici le fils. Si on se met dans la vie réelle, vous verrez que c'est logique. Un père peut avoir ici un ou plusieurs fils, mais un fils ne peut avoir qu'un et un seul père. Ok? Parfait. Et pour terminer, on a notre dernier type de relation, c'est many to many, ou plusieurs à plusieurs. À ce niveau-là, je vais vous donner un exemple. Je vais mettre ici poste et je vais mettre ici une autre table. Pourquoi pas catégorie. Dès le départ, je vais essayer de glisser cela pour que tout puisse rentrer. Je vais mettre ici catégorie. Parfait. Donc,
un post ou tout simplement un article, si vous le souhaitez, un article peut appartenir à une ou plusieurs catégories. Donc, un article peut être dans la catégorie informatique, en même temps dans la catégorie télécom, dans la catégorie santé, et ainsi de suite. Et une catégorie peut avoir un ou plusieurs articles. Donc là, c'est une relation many-to-many. Parce que regardez, un article peut avoir une ou plusieurs catégories et une catégorie peut avoir un ou plusieurs articles. Et là, si vous vous trouvez dans ce cas-là, on dit que vous avez une relation ou une association many-to-many. Donc les gars, si on récapitule, on a vu les trois types de relations, les trois types d'associations. One-to-one, one-to-many et many-to-many. Et je vous ai dit que très souvent, vous allez beaucoup plus utiliser les relations one-to-many et many-to-many. Les relations one-to-one, c'est rare qu'on les utilise, mais cela ne veut pas dire qu'on ne les utilise jamais. À ce niveau-là, tentons de voir maintenant si on a telle relation ou telle autre relation, comment est-ce qu'il faudra modéliser cela au niveau de la base de données afin de pouvoir très facilement récupérer les informations. Je ne vais pas parler ici des relations one-to-one, mais si cela vous intéresse, une petite sur Google fera l'affaire. Vu que là, on n'est pas dans un cours de base de données, j'essaie juste ici de faciliter la compréhension des vidéos à venir. Ok? Donc, libre à vous après de pouvoir approfondir vos connaissances à ce sujet-là. On va voir plutôt ici comment on applique des relations one-to-many et many-to-many au niveau de notre base de données, vu que ce sont ces relations, comme je l'ai dit, qui sont très souvent utilisées. Commençons par une relation one-to-many. Et l'exemple qu'on avait pris, c'était la table users et la table ici, micropost. Je ne sais pas pourquoi je me fatiguais à cliquer comme cela. Je pouvais mettre des espaces et le mettre directement. Voilà aussi, les espaces vont me faire mentir. Parfait. Donc, si vous vous rappelez comment on avait résolu ce problème-là. Au niveau de la table micropost, on avait rajouté un champ. Donc, je vais changer la couleur. Un champ qui était ici user ID. Et c'est grâce à ce champ user ID qu'on récupérait tous les microposts d'un utilisateur particulier. En effet, si vous avez une relation one-to-many, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir ce qu'on appelle une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est tout simplement la clé primaire d'une autre table. Au niveau de la table users, on avait une clé primaire ID. Et cette clé primaire ID, elle est maintenant à ce niveau-là une clé étrangère qu'on a appelée user ID. Ce qui va nous permettre de pouvoir savoir que ce micropost-là appartient à tel utilisateur, à tel autre utilisateur, ainsi de suite. Donc, si on récapitule, si vous avez une relation one-to-many, au niveau de la table fille, on met une clé étrangère qui représente la clé primaire de la table père. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici le nom de la table au singulier, on met underscore ID. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, au niveau de micropost, on avait créé user ID, ce qui nous a facilité ici un tant soit peu nos requêtes. Bien, on va faire maintenant CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait précédemment. Pour une relation maintenant many-to-many, donc là, j'ai fait en sorte que tout ceci est devenu petit. Je vais tenter de l'agrandir en prenant ici 72 et tenter ici de pouvoir agrandir ceci. Si vous avez une relation many-to-many, qu'est-ce que vous devez faire? L'exemple qu'on avait pris, c'était une table article et une autre table catégorie. Parfait. Donc, un article peut appartenir à une ou plusieurs catégories. Dans une catégorie, on peut avoir un ou plusieurs articles. Le petit hic à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas de père et il n'y a pas de fils. Donc, on ne peut pas dire au niveau de la table fille, on va venir mettre ici une clé étrangère. Puisqu'une relation many-to-many, c'est comme une relation one-to-many, mais des deux côtés. Ok? Donc, on ne peut pas dire que la table article, c'est le père et la table catégorie, le fils. Cela ne va pas fonctionner. De même qu'ici, c'est le père et ici le fils, cela ne va pas également fonctionner. Donc, on peut se poser cette question, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème? Ce problème a déjà été résolu, les gars, et je vous dis comment est-ce qu'on procède. Ce qu'on fait, on crée une troisième table. Et c'est cette table-là qui va nous permettre de pouvoir gérer nos différentes relations. En effet, si vous n'avez aucune notion en base de données et que vous maîtrisez le code, vous serez tenté d'avoir par exemple au niveau de la table article un champ catégorie et au niveau de catégorie, vous aurez ici les catégories qui seront séparées par des virgules. Vous allez mettre ici 2, vous allez mettre 3, vous allez mettre 6 pour dire que par exemple ici, cet article 1, donc si l'identifiant de l'article c'est 1, vous allez dire que cet article-là appartient à la catégorie 2, à la catégorie 3 et à la catégorie 6. Et au niveau de votre code en programmation, vous allez récupérer cela, vous allez ici faire un explode, enlever également les virgules et récupérer les catégories. Cela peut fonctionner, mais en réalité, vous aurez pu vous faciliter la tâche en ayant fait une petite modélisation au préalable.
Voilà tout l'intérêt ici d'avoir quelques notions en base de données. Cela va vous permettre d'avoir une base de données qui est beaucoup plus adaptée au contexte dans lequel vous vous trouvez. Dans notre cas, ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une troisième table. Généralement, on peut prendre ici le nom des deux tables qu'on va mettre ici comme cela en les séparant par un underscore. Mais vous pouvez mettre n'importe lequel des noms que vous souhaitez. Et là, à ce niveau-là, on aura deux clés étrangères. Je vais tenter ici de glisser, déposer ceci. Et je me demande est-ce que ce sera lisible. Mais pas de souci. Vous aurez ici une première clé étrangère. Je vais glisser ceci et également l'agrandir pour que tout soit présentable. Et voilà le résultat. Donc vous aurez une première clé étrangère. Je vais diminuer ici ceci. La première clé étrangère va représenter ici la clé primaire ici d'un élément de la table article. Donc vous aurez par exemple ici article ID. Oups. Pourquoi pas je vais tout effacer afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Ce sera mieux. Donc j'ai une table article underscore catégorie comme cela. Et au niveau de cette table, on aura ici une clé étrangère article ID et une autre clé étrangère catégorie comme cela ID. Vous avez vu que j'ai mis cela au singulier parce que ce sera l'identifiant d'un article et l'identifiant d'une catégorie. Libre à vous de l'écrire en français si vous le souhaitez. Et là, par exemple, si l'article 1 appartient à la catégorie 5, on aura une entrée au niveau de la table article catégorie et ici ce sera 1 et à ce niveau ce sera 5. Et lorsqu'on va lire les informations, on saura que l'article qui a pour identifiant 1 appartient à la catégorie 5. De même, on peut avoir d'autres entrées, par exemple ici 1,8, pour dire que l'article qui a l'identifiant 1 appartient également à la catégorie 8. On peut avoir ici par exemple 6,8 pour dire que l'article qui a pour identifiant 6 appartient également à la catégorie 8 et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on n'aura pas de virgule ainsi de suite, mais nos relations seront bel et bien séparées au niveau d'une troisième table, ce qui va rendre les choses beaucoup plus propres. Donc les gars, tentons de récapituler ce qu'on a dit. Si on a une relation one to many, donc père-fils, on prend tout simplement la table fille et au niveau de la table fille, on met une clé étrangère qui représente la clé primaire de la table père. Et si on a une relation many to many, à ce niveau-là, vu qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, ce qu'on fait, on crée une troisième table de jointure. Et au niveau de cette troisième table, à ce niveau-là, on aura deux clés étrangères. Chacune de ces clés-là va représenter la clé primaire des deux tables qu'on tente de mettre en relation. Et après, on pourra avoir autant d'entrées qu'on le souhaite. Venons maintenant à ce qui nous intéresse. Donc, je vais tout supprimer. Nous, dans notre cas, on souhaite gérer un système d'amitié. Quelles sont les tables qui vont rentrer en jeu? Je vais vous demander pourquoi pas de mettre cette vidéo sur pause et tenter de réfléchir à la chose. Quelles sont les tables qu'on va mettre en relation pour gérer notre système d'amitié? Alors j'espère que vous avez trouvé la solution. Premièrement, sans hésiter, on est sûr qu'on aura la table Users parce que c'est cette table-là qui gère notre ensemble d'utilisateurs. Maintenant, on va mettre en relation cette table avec quelle autre table? C'est là la véritable question. Et là, si on réfléchit bien, la table Users sera en relation avec la table Users. À premier coup d'œil, cela peut vous sembler un tout petit peu confus, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même logique. Un utilisateur, ses amis seront également d'autres utilisateurs. Donc on aura une relation, mais comme vous pouvez le voir, une relation entre une même table. Parce qu'en effet, l'ami ici d'une personne, lui-même sera un utilisateur. Et selon vous, ce sera une relation one-to-one, one-to-many ou many-to-many. Je vous laisse également y réfléchir. Normalement, sans trop de problème, vous aurez pu deviner que ce sera une relation many-to-many. Pourquoi many-to-many? Parce qu'un utilisateur peut avoir un ou plusieurs amis. De même, de l'autre côté, l'autre utilisateur peut avoir un ou plusieurs amis. Donc, on aura une relation many-to-many. Chacun peut avoir plusieurs amis. Donc, si on a une relation many-to-many, il faudra faire quoi? Il faudra créer une troisième table qui va représenter la jointure. Et comme je vous l'ai dit, très souvent, qu'est-ce qu'on faisait? On prend le nom de la première table, underscore le nom de la deuxième table. Mais en effet, si on fait users, underscore users, sans se mentir, cela n'a aucun sens. Lorsqu'on va avoir users, underscore users, on ne va même pas savoir à quoi sert cette table-là. Tentons donc de se poser la question suivante. À quoi va nous servir cette troisième table qu'on veut créer? Cette troisième table va nous permettre de gérer ici nos relations entre nos différents utilisateurs, donc nos différentes relations d'amitié. On peut pourquoi pas appeler cette table ici friends, friends qui veut dire amis, relationships pour dire ici relations. Donc là, je peux mettre ici friend relationships.
ou tout simplement, si vous le souhaitez, on aurait pu mettre ici relationships pour dire relation et faire simple. Donc les gars, libre à vous de choisir le nom de la table qui vous intéresse. Moi, dans mon cas, je vais mettre ici friends _ relationships parce que je n'aime pas avoir des noms de table avec des majuscules, ainsi de suite. Donc je préfère séparer mes différents noms par des underscores. Donc là, ce sera friend relationships. Et qu'est-ce qu'on a dit? On aura deux clés étrangères. La première clé étrangère sera la clé primaire de la première table. Dans notre cas, on va mettre pourquoi pas user ID. Maintenant, ici, la deuxième clé étrangère, ça doit être normalement user ID, vu que la deuxième table, c'est aussi user. Donc, vous voyez, on ne pourra pas avoir deux champs qui auront ici le même nom à ce niveau-là. Pour faire simple, ici, on va mettre user ID 1 et là, user ID 2. OK? Cela va nous permettre de pouvoir savoir tel utilisateur est en relation avec tel autre utilisateur. Mais comme vous l'avez remarqué, au niveau de Facebook, ce n'est pas parce que je t'ai envoyé une demande d'amis que je suis automatiquement ton ami. Il faudrait que tu puisses accepter ma demande d'amis. Donc, dans ce cas-là, je vais ajouter un troisième champ que je vais appeler ici statut. Statut, je l'ai écrit ici en anglais. Cela va nous permettre de pouvoir savoir le statut ici de la relation. On va mettre par exemple ici 0. 0 pour dire que la demande d'amis a été envoyée mais il n'y a pas encore de réponse. Ensuite, on va mettre ici 1. 1 pourquoi? 1 pour dire à ce niveau-là, par exemple, que la demande a été acceptée. Donc ça, c'est une demande en attente et 1, c'est une demande qui a été acceptée. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler de l'intérêt de mettre une troisième valeur 2. Cette troisième valeur, à quoi elle va servir? Elle va nous permettre de faire en sorte que lorsqu'un utilisateur crée un compte, automatiquement, il est ami avec lui-même. Vous pouvez vous dire que c'est carrément illogique, mais en effet, cela va nous faciliter la tâche lorsqu'on va récupérer les informations. Donc, lorsqu'un utilisateur va créer son compte, automatiquement, il est ami avec lui-même. Ce qui va faire que lorsqu'on va dire récupère tous les posts des amis de cet utilisateur, au niveau ici du profil de l'utilisateur, de son mur, ce ne seront pas seulement les posts de ses amis, mais il y aura également lui-même ses posts. Parce qu'en effet, lui-même, il est son propre ami. Donc, comme vous le voyez, on n'aura pas à faire deux requêtes. On n'aura pas à dire récupère les posts de ses amis et récupère également ses posts. En disant seulement récupère les posts de ses amis, on récupère également ses posts puisqu'il est ami avec lui-même. Si cela vous semble confus, ne vous inquiétez pas. À la vidéo suivante, on pourra ici y revenir dans les détails. Et pourquoi pas pour terminer, je vais créer un dernier champ que je vais appeler ici created at. Ce champ-là va nous permettre de pouvoir savoir, par exemple, à quel moment la demande d'amitié a été envoyée. Libre à vous après de créer un autre champ, par exemple accepted at, pour savoir à quel moment la demande d'amitié a été acceptée, ainsi de suite. Mais là, on va faire très simple, on va mettre created at pour savoir à quel moment la demande d'amitié a été envoyée. Juste pour vous montrer que vous pourrez ajouter autant de champs que vous le souhaitez. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'ai tenté de l'expliquer le plus simplement possible. J'espère que vous avez tout compris. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans le cas contraire, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons passer maintenant à l'implémentation. On a vu la modélisation, on a vu la théorie. Maintenant, il faudra créer la table. Il faudra mettre en relation nos utilisateurs. Il faudra afficher maintenant non seulement le poste de l'utilisateur connecté, mais également les postes de ses amis, ainsi de suite. Je peux vous assurer que ce sera fun. So thank you guys for watching et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.